Marhaba bikoum. Donc, bon, je voudrais commencer, comme on est dans la TUJ, au rendez-vous des grandes écoles. Vous savez que un des mérites de notre système d'éducation, c'est qu'il y a eu des gens qui ont fait des grandes écoles, et ce, indépendamment de leur origine, des moyens qu'ils avaient, de là où ils venaient. On a vu donc des gens venir de toute la Tunisie et devenir ingénieurs et passer, disons, aujourd'hui à un autre stade. Ça, c'est au niveau de l'éducation. Malheureusement, au niveau des idées, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'un jeune qui a une très bonne idée, s'il a dans la famille des gens ou autour, un tour de table pour avoir de l'argent, il a des chances pour faire passer en général l'idée. S'il n'a pas l'argent, c'est très difficile. C'est très difficile parce que, c'est très difficile parce que, bon, il ne suffit pas d'avoir malheureusement une bonne idée, il faut aller jusqu'au bout. Alors, en fait, la problématique, c'est que lorsqu'on a une bonne idée, c'est bien, il faut la formuler, il faut étudier la faisabilité, la développer, préparer le lancement, et ensuite se lancement. Le problème, c'est que pendant toute cette période-là, on dépense, mais on n'a rien. Donc il y a toute une partie de passage où on a besoin de se faire financer. Et en général, de plus, en général, tant qu'on est à stade d'été, le risque est maximal, donc le risque diminue au fur et à mesure. Donc il y a un problème, c'est qu'en général, les méthodes classiques de financement ne financent pas ce genre puisqu'il n'y a rien. On n'a pas vu de mécanisme de financement d'idées par les processus classiques. Alors si on regarde aujourd'hui la relation entre la croissance de l'entreprise, le temps de passer et le financement. Au bout alors en premier, il y a toujours un petit tour de table des amis, de la famille, de quelqu'un qui croit. On appelle ça des concours, peut-être des concours, des élèves. Bon, ça c'est nouveau. Ensuite, il y a des gens qui vous aiment, qui vous donnent un peu d'argent. Mais c'est tout. Alors, le passage, en général, vers une entreprise structurée dans laquelle on donne de l'argent, il y a un gap, il y a un trou. Et c'est un trou, en général, les bonnes idées meurent, parce qu'ils n'arrivent pas à dépasser ce trou. N'arrive pas à dépasser ce trou parce que, bon, vous pouvez dire à quelqu'un, au banquier, vous pouvez lui expliquer, ou même à une SICAR, dont le rôle est quand même d'avoir des entreprises structurées, mettre en place des contrats qui sont clairs, avoir déjà en Tunisie une SA, c'est long, une SA, c'est très complexe. Imaginez quelqu'un qui a une idée qui monte une SA. Bon, je vous assure que c'est la croix et la bannière. Même une SA pour un capital de 50 000 dinars. Puis bien sûr, une SICAR, elle n'est pas intéressée par avoir un truc de 50 000. De toute façon, ces frais de gestion ne couvrent même pas le prix des démarches. Alors, au niveau des États-Unis, le problème qu'on a en général, que je considère en Tunisie, c'est qu'on commence à réfléchir banque. Et on verra après une image, parce que des trucs comme ça. Alors, il y a la BTS, la BFPME. Mais lorsqu'on réfléchit banque, on réfléchit déjà payer. Parce qu'une banque, d'accord, elle peut être intéressée au niveau du projet, mais bon, elle est intéressée par, à la fin, récupérer son argent. Elle va demander des garanties, même s'il n'y a pas de garantie, mais elle va suivre. Et dès que vous commencez à ne pas payer les échéances, elle va vous suivre. Et en général, en étant petit, et avec toutes les difficultés, au bout d'un certain moment, les problèmes commencent, et au lieu de passer son temps à développer son idée, à développer son marché, on passe son idée à trouver l'argent pour payer la banque. Alors que dans le principe anglo-saxon, tant qu'il y a beaucoup de risques, la banque ne rentend pas. Il y a des gens qui vont rentrer, qui vont prendre des risques. Parce qu'il y a une relation très importante entre le risque et le retour. Lorsque le risque est grand, le retour est grand. Et c'est pour ça qu'il y a un gap ici, qui est rempli par une catégorie de personnes qui s'appelle les business angels. Alors, je vais prendre un exemple très classique. Ça, c'est Amazon, quand il s'applique à nous. Amazon, vous voyez, en 1994, il y a deux personnes qui ont mis
1000 $. Pour, bon, ensuite 10 000 $. Après, ils ont eu 40 000 $. Pour lancer l'idée de ce qu'est le commerce électronique. Un an après, il y a la famille. Ils sont arrivés quand même à faire le tour. Les échelles ne sont pas les mêmes aux États-Unis qu'en Tunisie, mais 200 000 $. Ensuite, les business angels, il y a un business angel, il y a deux qui ont dit, vous savez ce qui se passe. En général, on fait le calcul, mais on oublie toujours qu'il y a, vous savez, les derniers frais pour avoir le premier client, il manque 20 000, 50, 10 000 dinars. Ben, il y a des business angels qui ont mis 50 000 dinars pour aller jusqu'au. Ils ont pris 50 000 $. Ensuite, en 1995, il y a 20 business angels qui ont mis $1 million. Parce qu'ils ont vu que bon, ça prenait, il y avait l'Internet. Et malgré ça, il y a la famille qui est arrivée en 1996 pour mettre 20 000 $. Donc vous voyez, même avec les $1 million, c'était juste les 20 000 $ pour passer à l'étape. À l'étape d'avoir des venture capital, de bien préparer le projet pour que deux sicaires mettent 8 millions $. Ensuite, on sait qu'en 1997, ils ont réussi à avoir 326 millions $. Pour passer à une autre étape. Donc en fait, la petite entreprise deviendra grande. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a besoin, et jusqu'à là, la banque n'y était pas du tout, hein. Il n'y a pas de banque dans ce système-là. Il n'y a que de l'equity. Alors que nous, on réfléchit, moi je vois, des gens me disent, première chose, alors, moi, faux produit, BFPME, des trucs, 140 000 dinars, et il me manque 10 000 dinars pour les fonds propres. Est-ce que vous pouvez me donner les 10 000 dinars? Non, ça ne marche pas comme ça. Alors le principe du business angel, et c'est là où il y a toute la difficulté, c'est qu'un business angel va évaluer une idée, et qu'on considère que la personne, son idée vaut quelque chose. Ce qui, aujourd'hui, au niveau de l'engagement, vous ne pouvez pas dire à une banque, vous lui dites, voilà, moi, je rentre avec l'idée vaut 100 000 dinars, et il y a d'autres qui vont apporter de l'argent. Donc je suis rentré avec mon idée. C'est un concept, d'ailleurs, on est en train de voir les lois pour passer, mais c'est un concept qui ne fonctionne pas. D'ailleurs, en général, si vous venez à quelqu'un, vous avez une très bonne idée, il va vous employer, dire, ok, moi je mets l'argent, mais c'est celui qui a l'argent qui a le pouvoir. En gros, celui qui a l'idée, ben, il a l'idée, c'est bien, mais tant qu'il n'a pas d'argent. Donc c'est cette relation qui apparaît, et c'est un business angel qui va dire, ok, moi j'ai évalué votre idée, elle vaut quelque chose, elle vaut tant. Et moi, je mets l'argent, et vous mettez l'idée. Et je suis en plus minoritaire. Et là, c'est très simple. On ne va pas passer par des gestionnaires financiers, par un contrat complet, une participation. Mais en première étape, on peut aller très rapidement. Parce qu'en général, la personne a souvent besoin d'argent très rapidement. Donc, c'est une diligence minimale, un contrat simple, sur le tas. Et donc, l'idée, c'est que dans ce système-là, les business angels vont travailler pour financer l'entreprise dans la phase la plus critique, la plus risquée, en général. Mais aussi dans toutes les phases, lorsqu'il y a un petit besoin supplémentaire. Alors, le business angel n'apporte pas que l'argent. Il apporte la crédibilité. Parce que si vous avez, aujourd'hui, d'ailleurs, aux États-Unis, il y a certains business angels, s'ils rentrent dans votre capital, vous êtes sûr que tout le monde va suivre. Ah, il y a tel Business Angel Association qui est rentré dans le capital. Donc il y a un point de contrôle. La deuxième chose, c'est que vu leur profil, ils vont apporter un savoir-faire en management et ils vont dépasser un cap ce que j'appelle le cap de l'entreprise familiale. Donc l'entreprise ne sera pas familiale dès le départ. D'ailleurs, parce qu'en général, dans une petite entreprise familiale, lorsqu'on a besoin d'argent, on prend l'argent de la caisse de l'entreprise. Il y a, puisque je suis le propriétaire, l'actionnaire, le gestionnaire. Donc dès le départ, il y a un management qui est différent. Et le business angel va apporter un networking des clients, une façon de faire. Bien sûr, il va mutualiser le risque avec les autres investisseurs et donner accès à une expertise. Et on parle aujourd'hui, le mot à la mode, c'est la gouvernance. Le fait d'avoir un business angel change totalement la gouvernance de l'entreprise. Et ça, c'est fondamental pour le futur. La base est beaucoup plus solide qu'une entreprise classique.
c'est un concept anglo-saxon, puisque aujourd'hui il y a 400 000 business angels aux États-Unis, il y en a 40 000 au Royaume-Uni et 4 000 en France. Et on espère en avoir 40 en Tunisie déjà, pour passer à 400. Donc, ils n'investissent pas beaucoup d'argent. Hein. Même en France, un truc comme ça, c'est 10 000 euros. Entre 10 000 euros, ça peut aller jusqu'à 250 000 euros, mais il y a des business angels qui mettent 5 000, 10 000, 20 000 dinars. Alors, l'autre chose, c'est qu'ils doivent rester minoritaires. C'est-à-dire que c'est celui qui a fait le projet qui est l'entrepreneur. Et ça, c'est très important, parce que dans beaucoup de cas, j'ai vu des entreprises qui ont besoin d'argent, peu à peu, celui qui met l'argent prend l'emprise sur l'entreprise, et donc ce n'est plus une entreprise classique. Alors, le profil. Le profil dans le monde, les business angels sont des 50-65 ans. Il y a les 35-40 ans, je dirais. Ce sont des dirigeants, des cadres supérieurs qui voudraient aider, apporter le savoir-faire, ou des ex-entrepreneurs qui veulent eux-mêmes aider les nouveaux entrepreneurs à apparaître. Avec bien sûr des motivations financières. Hein. Un business angel, ce n'est pas quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui est là pour gagner de l'argent à la fin. Bien sûr, il y a des effets de fiscalité, mais il y a une utilité économique et sociétale. Il a à comprendre que pour un business angel, son bonheur, lorsqu'il voit la jeune pousse se transformer en une grande entreprise. Et ça, c'est une fierté d'avoir créé une entreprise qui est devenue très grande ensuite. Alors, Carthage Business Angel, c'est la première association. Donc l'idée, c'est très simple de l'association, c'est elle met en place des gens qui ont des idées et des gens qui sont des business angels qui sont prêts à mettre de l'argent. Et en plus, elle rencontre plusieurs business angels ensemble, ce qui permet de mutualiser et d'apporter plusieurs compétences. Il y a un business angel qui est plus sur le côté financier, sur le côté marketing, sur le côté relations clients, etc. Donc, ça fait aussi une richesse au niveau de l'apport, en termes d'expertise. Donc, c'est la première association de business angels en Tunisie. Et alors, un des problèmes, des challenges qu'on a aujourd'hui, c'est de faciliter. Trouver les projets innovants, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a dans les universités, il y en a dans les pépinières. C'est comme trouver la pépite, là. C'est un processus aujourd'hui en Tunisie à mettre en place qui n'est pas évident. Ensuite, bien sûr, mettre les membres entre eux et accompagner. À travers, on a donc une relation entre Carthage Business Angel et Wiki Startup, dans lequel Wiki Startup va incuber le projet lorsqu'on considère que l'idée est bonne, mais sauf qu'elle n'est pas prête à être financée par un business angel. Parce que financer par un business angel, c'est pas simple. Parce que le gars qui va mettre de l'argent, c'est pas le professeur qui est en train de vous donner une note. C'est quelqu'un qui va mettre son argent. Il a besoin de choses qui sont claires, il a besoin d'un marché où il sait qu'il va gagner, parce que le risque est gros. Et dans le monde, sur 10 projets, un business angel perd son argent totalement sur 5 à 7 projets. Et il y a un où il gagne le gros lot. Ça, c'est aux États-Unis. Bon, maintenant, en France, en Tunisie, on peut avoir des modèles différents, mais aux États-Unis, ça, on met, et donc, il y a une certaine notion de valeur de l'idée et d'apport. Alors, je disais qu'aujourd'hui, on doit dépasser ce modèle de financement, faux produits, BFFE, SICAR, démarrage pour des petits projets qui ne s'y prêtent pas. On dit qu'il y a des projets qui s'y prêtent. Il y a des projets, on parle bien de projets innovants, d'idées innovantes. C'est très différent. C'est pas parce qu'il y a des gens, il y a quelqu'un qui est venu dire voilà, moi j'ai un terrain et je voudrais avoir un terrain. Ah bon, oui, j'ai combien 50 hectares. Bien, à l'intérieur du pays. Oui, je vais un projet agricole. Je lui dis écoutez, bon, c'est bien, mais vous n'avez même pas besoin de nous. Hein. Vous avez 50 hectares, vous avez un terrain, vous avez de l'eau, c'est tout. Bon. Nous, on recherche des projets innovants, très risqués, dans lesquels on peut perdre gros, mais aussi gagner gros. Et donc, c'est accompagner l'innovation. Je voudrais juste parler 2 minutes sur le fonds AGF. Tout le monde a entendu parler du fonds AGF? Vous voyez, on parle des trucs. Alors, ce concept, alors juste, je vous donne aujourd'hui l'image du financement en Tunisie. Alors, en Tunisie, le financement, vous avez des banques, vous voyez les banques, 37 milliards de dinars de financement.
Billet de trésorerie, rien du tout, 0,25. Leasing, 2 milliards de dinars. Factoring, 1 demi-milliard de dinars. Emprunt obligataire, 4,5. Les fonds propres, bourse, 10 à 15. En gros, et la bourse, c'est pas, malheureusement, c'est pas uniquement fait pour financer. C'est normalement fait pour financer, mais bon. 6 quarts, allez, 500 maintenant, ça peut atteindre 1 milliard de dinars. Banque de développement, un truc comme ça, pour banque, 2 milliards de dinars, qui rentrent quelquefois en fonds propres. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, le système est bien va vers un financement bancaire. Et le challenge, c'est de passer d'une culture de financement dette vers une culture de financement equity. C'est un challenge énorme, parce qu'il s'agit de multiplier par 10. Et donc le fonds AGL se dit, moi, en gros, voilà, moi je vais investir. L'État va mettre 5 milliards de dinars. Là, on parle en milliards de dinars. Et il y a d'autres fonds qui vont mettre aussi 5 à 10 milliards de dinars. Et ça, c'est au niveau des fonds. Ensuite, dans les projets, on va avoir des projets où on a 50% à les dettes, 50% equity, comme on dit, et on va pouvoir créer des investissements pour 30 à 40 milliards de dinars. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment se fait le concept. Moi, ça c'est une réflexion qui va, puisque le projet vient de passer aujourd'hui au niveau du comité ministériel, mais c'est un nouveau modèle de développement. Parce que là, la première chose, c'est que, en général, les SICA, mais aussi les modèles de financement, dépassent ce que j'appelle le frein de la garantie classique. Parce qu'une banque, elle veut une garantie. En général, ce que j'ai vu, on ne finance pas des fonds de roulement, on ne finance pas du matériel, on pousse l'entreprise à même à acquérir des biens immobiliers. Il y a des sociétés d'aujourd'hui que je sais le concours d'un bien immobilier, comme ça on peut vous donner de l'argent. Alors qu'elle, déjà son activité c'est autre. Et même on trouve des projets pour des lignes de financement. Ah, il y a une ligne de financement italienne. Alors on va trouver un projet pour avoir la ligne de financement. On est en train, même à grande échelle, de travailler à l'inverse. C'est le financement qui apporte le projet. Alors que dans la nature, c'est le projet en lui-même. Et pourquoi on a besoin de financement? Le financement c'est un outil, c'est pas une fin en soi. D'ailleurs, en Tunisie, j'ai vu même des projets être financés, à part la banque, qui est le fournisseur, qui est aussi le financier. Et on rentre dans un cercle très, très négatif et très dangereux. Donc, que veut dire une culture equity? Premièrement, aujourd'hui, si on veut créer de l'emploi, si on veut créer des projets, il faut multiplier par 10. J'appelle ça tout multiplier par 10. La taille du marché du capital risque doit passer de 1 à 10 milliards de dinars. Mais la taille des investissements, elle doit passer de 2 à 3 à 30 millions de dinars. 30 millions de dinars de projets en fait. On va 30 milliards, c'est 1000 projets de 30 millions de dinars. Alors, c'est quoi des projets de millions de dinars? Il y a beaucoup. Ça peut être des projets. Alors, à quoi ça sert? Là, on est en train de parler de projets tout petits et on parle de millions de dinars. Alors, c'est très simple. Moi, j'ai vu une entreprise tunisienne, très innovante, et qui a 30 personnes. Elle a un marché. Mais aujourd'hui, lorsque vous avez 30 personnes, vous savez, pour avoir des gros marchés, il faut avoir la taille. Mais imaginez que cette entreprise, au début, veut acheter une entreprise indienne. Aujourd'hui, c'est même pas possible. Moi, je suis une entreprise, je veux acheter une entreprise indienne. Ben, il y aura des fonds, s'ils voient que le projet est là, qui vont mettre de l'argent. Et donc, une entreprise de taille de 3 à 4 peut, en évaluant des marchés, acheter des entreprises de 10. Et ça arrive dans le monde. D'ailleurs, dans le monde, il y a tout un... Moi, j'ai beaucoup d'étudiants, grandes écoles, qui sont dans le département M&A, Business and Acquisition. Merger and Acquisition. En Tunisie, on n'a pas... C'est vrai que je dis c'est bien, mais en Tunisie, vous connaissez le nombre de Merger et Acquisition qu'il y a en Tunisie? Bon, toi, tu as fait un. Mais réellement, ça se compte sur le bout des doigts. En fait, un marché comme ça doit être dynamisé par des entreprises qui en absorbent une autre. Et dans le cycle de financement, pour beaucoup d'innovateurs, moi, dès que mon invention est faite, j'ai atteint une certaine taille, je dois être absorbé par un grand.
C'est ça l'objectif. Lorsque vous avez des petites entreprises, l'idéal c'est qu'il y a une grande entreprise qui trouve, c'est comme ça, sur Google ou à Facebook, aujourd'hui se développe par des acquisitions. Il y a quelqu'un qui a une idée géniale, il arrive à un certain stade, je l'achète. Et il y a des gens, des jeunes qui vont leur rêver d'être achetés, parce qu'une fois qu'ils ont acheté par un grand, là, ils passent à une autre dimension. Et comme je dis toujours, il vaut mieux avoir 5% d'une grande entreprise que 100% d'une petite entreprise. Alors, donc, c'est une nouvelle taille pour la Tunisie. D'autre part, il y a une nouvelle conception dans laquelle il y a le public qui travaille avec le privé. C'est très difficile. Hein. Vous savez que le public, aujourd'hui, travaille avec le privé. Je vous donne juste un exemple. Le technopole. Il y a un technopole dans lequel l'État a 10%. Et les banques privées, le reste, en 90%. Et bien, l'État vient de nommer un responsable du pôle sans alerter les administrateurs. Parce qu'elles pensent que c'est l'État. Donc c'est un changement. Cette fois, l'État, il y a un nouveau modèle de gouvernance. Gouvernance au niveau du fonds. Il y a un fonds donc générationnel, ça c'est un fonds public pour les générations. Alors pourquoi générationnel? Parce que ce fonds est supposé lancer des projets, faire des exits, gagner de l'argent, et cet argent, au bout de 20 ans, 30 ans, va être servi pour les générations futures pour avoir encore plus d'argent. Donc c'est un modèle. Mais c'est un modèle de gouvernance au niveau en haut qui est spécifique à l'État. C'est un modèle de gouvernance spécial au niveau de l'État, puisque ça ne va pas être géré comme sont gérées les autres administrations de l'État. Au niveau des fonds privés, il va y avoir aussi, ils vont être gérés comme des fonds privés, mais avec une relation bien claire avec l'État. Et au niveau des entreprises, il faut qu'il y ait un modèle de gouvernance clair, parce qu'à un certain moment, il y avait la transparence. Et donc, aujourd'hui, pour finir, je dirais que, avec ce fonds, que ce soit petit ou grand, l'essentiel, c'est qu'il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs. Ce sont des entreprises dans un modèle non familial dès le départ. C'est un esprit d'innovation et du vrai entrepreneuriat. Puisque malheureusement, on a eu beaucoup de développement d'entreprises basées sur des privilèges, des concessions, des voitures, c'est très simple, là. Un commerce. Mais là, c'est du vrai entrepreneuriat. Dès le départ, transparence et gouvernance. Et réellement, si on réussit ça, on aura de l'emploi durable et du vrai développement régional. Je vous remercie.